Je suis né en 1941 en Égypte, au Caire. Nous allions au lycée français. Remarquez que nous étions francophones depuis 3 ou 4 générations déjà auparavant. Et en 1956, donc, il y a eu Mibsa Kadesh, la campagne du Sinaï. Et à la suite de cela, Nasser, qui était le président de l'Égypte à cette époque-là, avait décidé de renvoyer tous les Français, tous les Anglais et en même temps tous les Juifs. Donc l'atmosphère, ce n'était pas réellement le danger, mais on comprenait qu'on ne pouvait plus rester. Et ça, je l'ai compris par mes parents, et pas seulement mes parents, toute la famille, tous nos amis, c'était fini. C'était une atmosphère où il fallait quitter l'Égypte. Peu importe combien de temps on était en Égypte, combien de générations nous étions en Égypte, mais il fallait quitter. Et donc nous sommes partis. Nous sommes arrivés à Paris, en passant par l'Italie, mais enfin 2 mois après nous sommes arrivés en France, à Paris. Et j'ai continué mes études au lycée. J'ai donc passé mon baccalauréat à Paris, et là il fallait que je me décide d'aller ces études supérieures. Je pensais auparavant aller vers la médecine, mais le fait que j'ai eu de bons résultats en mathématiques et en physique au baccalauréat, ça m'a poussé à aller faire des études d'ingénieur. J'ai passé les concours des grandes écoles, j'ai été reçu aux travaux publics. Et à la suite, à la sortie des travaux publics, j'ai commencé à travailler 1 an. Je m'ennuyais un peu à travailler, donc je suis retourné à l'université faire un doctorat de physique que j'ai terminé en 1967. Mais il fallait donc que j'aille à l'armée, puisque l'armée française était obligatoire à ce moment-là, le service militaire. Et je suis parti pour 1 an et demi à l'armée. Et 1 an après, nous montions en Israël, mon épouse et moi. Comment décidez-vous de faire votre alliance? En arrivant, en quittant l'Égypte et en arrivant à Paris, j'ai commencé à m'intéresser, à lire sur pratiquement le judaïsme, sur Israël. En Égypte, on ne parlait pas d'Israël, on parlait là-bas. Ils sont partis là-bas. Dans la famille, des gens sont partis là-bas. Donc je suis rentré à Paris, j'ai commencé à m'intéresser à Israël. Et le fait que ça a commencé à m'intéresser, en 1961, pendant mes études, j'ai décidé de venir en vacances en Israël. Donc je suis parti avec un groupe organisé par le rabbin Paul Rothman, Zichrono Livracha. Et nous sommes venus pendant 1 mois ici en Israël, connaître Israël pour la première fois en 1961. Alors c'était formidable d'avoir connu Israël, mais ça a été encore meilleur puisque ça m'a permis de connaître mon épouse, qui était elle aussi en vacances avec nous. Et en 1962, nous sommes retournés en vacances, mon épouse et moi. En 1963, nous nous sommes mariés. Et nous avons commencé notre vie à Paris pendant mes études. Entre mes études, nous avions pensé ne pas faire mon doctorat en France, mais le faire en Israël. Nous sommes venus ici, mais c'était la période du MeToo. Et il y avait un problème de recrutement, il n'y avait pas de place, donc on a préféré retourner faire mon doctorat en espérant qu'après le doctorat, peut-être on viendrait en Israël. Et puis la guerre de 6 jours est arrivée. Et là, ça a été le déclenchement. On s'est dit, il faut partir. Alors, ça a été juste au lendemain de la guerre des 6 jours. C'était une atmosphère un peu spéciale à Paris. Nous avions compris, mon épouse et moi, que dès que je commençais mon service militaire, le fait que j'avais un doctorat, donc j'ai pu le faire dans les services techniques de la police française à Paris. Nous avions en ce moment-là 2 enfants déjà. Et donc, le week-end, j'étais à la maison, donc ça me permettait, dans les mouvements sionistes, de commencer à réfléchir comment partir en Israël. Et nous avons réfléchi avec d'autres amis qu'en fait, il fallait créer un mouvement, qu'on a appelé le mouvement de l'Alliance de France, le MAF, pour en fait permettre à tous ceux qui voulaient partir de s'organiser en conséquence. Ce n'était pas une alia de détresse en France, c'était une alia recherchée, idéologique, pleine de sionisme, et il fallait donc la préparer en conséquence, le travail et les jours. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé le MAF au début de 1969, et le bureau exécutif du MAF, dont j'ai eu le plaisir d'être le président,
s'était engagé un an après à partir en Israël en 70. Donc notre groupe s'était formé, mais il fallait chercher du travail. Et donc j'étais venu, entre autres, en Israël. J'ai rencontré la direction des industries aéronautiques de l'époque pour leur dire, écoutez, nous savions qu'il y avait l'embargo, il fallait donc transférer tout ce qu'Israël avait commandé en France. En Israël, il fallait continuer les travaux. Donc nous le savions, nous sommes retournés. Je suis donc venu les voir et j'ai pu les convaincre d'ouvrir un bureau d'embauche dans les grandes villes françaises. Nous leur avons organisé, ce qui fait que pendant 2 ans à peu près, de 69 à 71, 72, quelque chose comme ça, 300 ingénieurs et techniciens de France sont venus aux industries aérospatiales israéliennes. Ce qui fait, alors moi j'étais parmi eux et j'ai intégré donc en septembre 1970 les industries aérospatiales israéliennes. Quelle était la situation, on va dire, quels étaient les défis militaires et sécuritaires du pays d'Israël à cette époque? Là, enfin, c'est une polémique que nous connaissons en Israël. Il y avait une certaine euphorie. La guerre des 6 jours avait été gagnée aussi rapidement que ça. Il y avait une euphorie exagérée, j'estime, en Israël. Donc on pensait que c'était extraordinaire, que tout était parfait, etc. Et puis, bon, est arrivé le désastre, enfin, l'événement de Yom Kippour, où les Égyptiens et les Syriens nous attaquent. Et là, en fait, tout a bouleversé, au point de vue interprétation militaire. Dans le domaine qui nous rapprochait à nous, qui me rapprochait à moi, aux industries aérospatiales, c'était le fait qu'on s'était aperçu qu'on n'avait pas assez de moyens pour connaître où se trouvaient les missiles sol-air mobiles. Nous avions des moyens pour obtenir cette information, seulement l'information était toujours décalée d'à peu près 24 heures, donc le système pouvait bouger. Et c'est pour ça que malheureusement, bien que nous connaissions en 1973 les positions des missiles fixes, missiles sol-air fixes, nous avons eu des pertes énormément les premiers jours de la guerre. Les spécialistes de l'armée de l'air et du ministère de pétrole, et aussi chez nous, aux industries aérospatiales, on a compris que si on doit survoler des zones dangereuses pour les pilotes, il ne faut pas que le pilote soit là-bas. Donc il fallait trouver une solution avec un avion piloté à distance. Donc moi j'ai eu l'honneur, le plaisir d'être choisi pour diriger ces études-là. Il faut comprendre qu'à cette période-là, aux industries aérospatiales, on commençait déjà à réfléchir au futur avion de combat, le Lavi. Oui. Donc il y avait une grande majorité de tous les ingénieurs qui partaient vers pour aller faire l'avion de combat, qui était bien plus prestigieux qu'un petit avion contrôlé à distance. Mais moi j'ai préféré, enfin on m'a proposé ça et j'ai accepté. Quand j'ai reçu donc à diriger le programme en 1977 de cet avion, j'avais 2 objectifs. On m'avait imposé 2 objectifs. Qu'en 1979 on commence les vols d'essai et que vers les années 80-81 il commence à être opérationnel. Et voilà, donc en 81 il a été opérationnel. Il a été utilisé la première fois, une mission secrète au-dessus du Liban, juste avant la première guerre du Liban, en 82, pour justement voir si l'entrée des forces syriennes à ce moment-là ne mettait pas en danger Israël. Et en 82, alors il a été utilisé pour la première fois opérationnellement sur le champ de bataille. Donc tout de suite après le champ de bataille, il n'était plus secret. Le secret avait été levé et c'est ça qui a permis aux pays alliés à Israël de commencer à s'intéresser à cet avion-là. Et donc aujourd'hui c'est un instrument, on va dire, militaire. Ah oui, très important. Très important, connu dans le monde entier, bien entendu aussi. Absolument. Et Israël aujourd'hui est la référence en matière de drones? Aujourd'hui, en nombre de clients, Israël est le premier au monde. Israël a plus de 50, 52, 55 même clients au monde. Les Américains ont beaucoup moins de clients au monde, mais la quantité des avions qu'ils fabriquent est supérieure à ceux bien que la quantité en Israël est très importante. C'est-à-dire,
pour Israël, c'est très important, mais malgré tout. Mais prenez par exemple en Afghanistan, les opérations qu'il y avait en Afghanistan, une bonne partie des forces alliées utilisaient des systèmes israéliens. Alors, toute cette activité vous a valu de recevoir en 2011 le prix d'Israël dans le domaine de l'ingénierie. Oui. D'abord en 83, en 84, après, le système a reçu le prix de la défense. Et effectivement, en 2011, j'ai eu l'honneur, quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est quel sentiment de recevoir un prix d'Israël ? Mon épouse et moi, nous avons quitté la France, non pas pour quitter la France, nous sommes venus pour aider Israël. Donc, le fait qu'en 2011, je reçois la consécration la plus importante de l'État d'Israël, la reconnaissance de l'État d'Israël, de ce que j'ai fait, d'abord, j'ai été surpris. J'ai été surpris, je ne me rendais pas compte. Vous avez été étonné lorsque vous avez reçu... J'ai été... alors, on m'a poussé à remplir un dossier pour la chose, mais je n'y croyais pas. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé, on a pressé, bon, je l'ai fait. Mais lorsque Gideon Sa'ar, qui était à ce moment-là le ministre de l'Éducation nationale, m'a téléphoné pour me dire « David, vous avez été choisi pour le prix d'Israël », j'ai eu un sentiment, je n'arrivais pas à comprendre, et c'est après que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, pour mes enfants, mais aussi pour mes petits-enfants. J'ai vu la réaction de mes petits-enfants, c'était quelque chose de formidable. Vous avez vraiment l'impression que vous avez participé au développement de l'État d'Israël ? Oui. Et pas au développement de l'État d'Israël, au développement d'un secteur, l'aérospatial, parce que en fait, toute ma carrière, je ne l'ai pas faite dans les avions sans pilote. En 1997, je suis passé à la direction générale de l'aérospatiale israélienne, où j'ai été d'abord le directeur du développement industriel et puis responsable de la recherche et développement de toute l'industrie aérospatiale. Donc, je savais que j'avais contribué au développement avec d'autres. Vous savez, un système pareil ne peut pas se faire tout seul. Il faut avoir une équipe extraordinaire et j'ai eu avec moi une équipe extraordinaire. Mais je sentais que j'avais contribué quelque chose. Mais je ne pensais pas que l'État aurait reconnu ce que j'ai fait. Et je crois aussi que l'État, il fallait qu'il choisisse une personne. Donc ils ont pris celui qui était à la tête de ça. Mais en fait, ils ont reconnu le travail d'autres personnes. Et c'est pour ça, en fait, que je viens de faire sortir un livre sur l'histoire, justement, de toute cette affaire, de tous ces avions, comment nous avons développé ça et comment nous avons introduit ça dans plus d'une cinquantaine de pays. Aujourd'hui, vous êtes très actif aussi sur la coopération entre la France et Israël dans le domaine de l'aérospatial. Non, militaire, là ? Oui, non, pas du tout. Quand j'ai pris ma retraite des industries aérospatiales, je m'étais dit ça ne servait à rien de continuer à faire sur l'aérospatial, il y a d'autres endroits qui peuvent être intéressants. Et en 2011, j'ai eu la chance et l'honneur aussi que le ministère de la Science m'a proposé de la présidence du Haut Conseil franco-israélien de la science et la technologie. Ce Haut Conseil a été créé il y a déjà 16 ans, 17 ans, puisqu'il a été créé non, même 18 ans. Il a été créé au début de 2000, en 2002 exactement, pour justement promouvoir et intensifier la recherche scientifique entre les universités françaises et israéliennes. Et ceci m'a tout de suite attiré parce que j'aime la technologie. Je savais qu'en allant vers ça et en poussant la recherche commune, j'apprendrais d'abord beaucoup de choses. Mais je verrais le développement technologique, scientifique des deux pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui était aussi qui est important de marquer, c'est que, je me répète, mais mon épouse et moi, nous n'avons pas voulu quitter la France. Nous sommes venus pour aider Israël. Mais nous sommes très attachés à la France. Nous sommes très attachés à la culture française. Une partie de notre famille est toujours en France. Nos enfants parlent le français. Nos petits-enfants commencent à parler le français. Tous comprennent le français.
Et donc, ça me permettait de continuer à travailler entre la France et Israël, parce que j'estime qu'Israël a besoin de la France et la France a besoin d'Israël. Ma dernière question, quelle est votre plus belle fierté depuis votre arrivée en Israël? De voir mes petits-enfants grandir en Israël. Nous en avons 4 à l'armée. Et je vois qu'ils réussissent, et ça c'est très important. Ils sont tous sionistes, et ça c'est ce qui me réjouit.